ce qui justifie quand même principalement le fait que Riyad est parmi nous aujourd'hui, c'est qu'il a une vraie passion pour Hergé, et que d'ailleurs cette passion se voit dans ses dessins, puisqu'il y a souvent des clins d'œil à l'œuvre d'Hergé, à Tintin et même à Quiquet Fluke. Et donc on va parler de tout ça avec lui maintenant. Alors cet arabe du futur, on a dit que justement Hergé avait dit à Benoît dans sa dernière interview que dans Tintin il a mis toute sa vie. Vous, Riyad, vous mettez aussi toute votre vie dans l'arabe du futur, non? Bonjour, d'abord, et merci beaucoup de cette invitation. M. Langlois m'a écrit sur Facebook, Modernité. Il m'a proposé de venir à cette réunion et j'ai tout de suite dit oui. Ouais. Voilà, je partage en effet avec vous une passion absolue pour Tintin et Hergé lui-même, sa vie. Je collectionne des documents, etc. Tout à l'heure, je suis allé à la bourse en bas, j'étais très déçu parce que je n'avais pas du tout d'argent liquide, comme je ne voulais rien acheter. Mais quand même, voilà, je suis très très fier et très heureux d'être là. Les conférences avant étaient passionnantes et ça me fait très très plaisir. Donc c'est vrai que l'importance d'Hergé par rapport à mon travail est fondamentale dans le sens où, comme vous le rappeliez, il m'a fallu donc, mon second film qui a été un incroyable four pour me recentrer en fait sur ce que j'aimais le plus, qui est la bande dessinée. Et en fait, je me rappelle en général quand ça va pas très bien dans ma vie, ou quand j'ai des stress, ou quand je ne sais pas comment je vais faire pour faire tel ou tel truc, ou notamment quand je suis en période de bouclage d'une de mes bandes dessinées, je relis toujours mes Tintins qui sont à côté de mon lit. D'ailleurs, ma femme se moque toujours de moi en disant que vraiment, le mec qui fait des livres vendus partout et qui ne lit que Tintin, elle se moque complètement de moi, elle ne comprend pas l'intérêt, mais je reviens tout le temps et j'y trouve une sorte de calme. C'est vraiment comme d'écouter une musique, ou d'essayer de comprendre comment il a fait, etc. Et donc je me suis dit, mais en fait c'est ça que j'aime le plus. Et je vais me replonger dans ces premiers souvenirs autour de l'apprentissage du dessin, de l'apprentissage de la lecture et de la lecture de la langue française. Et je me suis mis à faire l'arabe du futur à ce moment-là. Et je parle plusieurs fois en effet de Tintin et d'Hergé dans ces autres. Oui, on va d'ailleurs les passer en vue rapidement, mais votre premier album, c'était lequel, vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Alors, je suis d'une famille où absolument personne ne lit. Personne ne lisait jamais. Alors, ce que je raconte dans l'arabe du futur, c'est qu'avec mon père qui était syrien et ma mère française, nous avons habité dans un petit village musulman très traditionnaliste, donc en Syrie, au début des années 80, et ma grand-mère m'envoyait des Tintins. C'était les seuls livres qu'elle-même ne les avait jamais lus. Et le premier livre qu'elle m'a envoyé, c'était, je crois, Le Trésor de Raquin le Rouge. Et pour cause, puisqu'il y a une ascendance, une descendance. Alors ça, je l'ai appris bien plus tard. Encore un secret de famille qui vous rapproche. Exactement. Et tout de suite, ça a été une révélation, en fait, ce livre, parce que moi, j'étais vraiment très jeune, j'avais 5 ans, personne ne m'a vraiment expliqué ce que c'était. J'ai tout de suite compris comment les images s'enchaînaient. Je ne savais pas lire le français, je savais pas lire les textes. Et j'ai été passionné tout de suite. Alors, c'est ma mère qui m'a appris à lire le français. Donc, j'ai appris à déchiffrer les mots en lisant Tintin. Et c'était les seuls livres français, même quand elle me donnait ses petits cours, elle me disait tiens, lis Tintin. Et donc voilà, quand je relis Tintin, c'est aussi des souvenirs de lecture liés à l'image, etc. Et j'ai parlé de ça dans l'arabe du futur. Et je me rappelle, quand je vois tous ces souvenirs d'enfants ou de jeunes qui ont connu Hergé, notamment parmi vous, je pense à la première fois où ma mère m'a dit, j'ai demandé à mais Tintin, elle m'a expliqué que c'était fait par un être humain. En fait, je pensais que c'était comme le soleil, ou l'air, que personne n'avait créé ça, et que j'étais incroyable, oui, on peut faire ça, oui, je fais des dessins, c'est un homme, il s'appelle Hergé, etc. Donc exactement comme beaucoup de gens dans cette salle, je suis sûr, j'ai tout de suite eu envie de lui envoyer mes dessins pour les lui montrer. Et elle m'a dit, ah ben non, mais il est mort. En fait, il était mort 3 ans avant. Et en fait, je sais que ce rapport avec Hergé a été très vite, très concret dans ma vie, très, très fondateur. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut montrer une ou deux images qu'on avait isolées des différents volumes de l'arabe du futur, parce que là on est sur les couvertures, c'est très bien. On peut avancer. Alors oui, ça c'est les beaux gosses, ça c'est le grand succès au cinéma avec Vincent Lacoste de Riyad. Ça on en a dit un mot. Ah, je peux biper. Alors
comme vous le voyez, voilà Georges Brassens. Alors là, c'est une surprise. Et il faut savoir que Brassens, pour vous, Dieu est le visage de Brassens, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une petite anecdote qui est quand même assez importante aussi de mon enfance. Mon père était c'est un universitaire d'origine musulmane, et la première prise de bec qu'il a eue avec ma mère, et que je mets en scène dans cette bande dessinée, c'est qu'un jour, ma mère passait une cassette audio de Georges Brassens. J'étais vraiment très très jeune, je vais avoir 3 ans, je me rappelle extrêmement bien, et c'était notamment la chanson Le Vent, et je trouvais que c'était très agréable. J'ai demandé à ma mère, mais c'est quoi ça, qui ça? Elle me dit, c'est un Georges Brassens, c'est un chanteur français, et je dis, ah bon, mais oui, c'est un dieu en France. Et là, mon père s'est tourné, il était au bureau, et il a dit, on ne dit pas qu'un homme est Dieu. C'est parce que voilà, c'était. Et donc ils se sont mis à se dire, non, on ne doit pas dire ça. Et en fait, depuis ce jour-là, dès que j'entends le mot Dieu, j'ai la tête de Brassens qui apparaît dans ma tête. C'est un vrai truc, c'est vraiment un vrai truc. J'y repensais l'autre jour en me disant, mais c'est quand même bizarre, peut-être que j'en parle à un psy ou je sais pas, parce que je le voyais tuer, je voyais avec son espèce de moustache. Surtout le Brassens vieux, quand il a les cheveux blancs. Quand il est jeune, il est toujours avec moi tout à l'heure pour voir des photos de lui jeune, très brun. Il n'est pas aussi sympathique que quand il est vieux, il a un côté bonhomme formidable, je trouve. Formidable. Bon, il n'a pas été très vieux parce qu'il est mort, il avait 60 ans. Faut pas exagérer. Bon. Alors on va passer donc, on va revenir à Hergé maintenant, après ces plaisanteries. Donc là on a une planche où l'on voit notre ami Riyad tout petit qui lit Le Crabe aux pinces d'or. Il y a toute une planche où il est en train de lire Le Crabe aux pinces d'or. Ça, c'est un album qui vous parle beaucoup? Oui, alors tous les albums de Tintin qui ont un rapport avec le Moyen-Orient me plaisent énormément et me parlent beaucoup, notamment parce que je les ai lus en habitant là-bas, et qu'il y a très souvent des personnages de gars en djellaba, etc., des bédouins, et ça faisait beaucoup rire mon père, parce qu'il trouvait que ça ressemblait à ses oncles, à ses cousins. Et notamment dans cette page, justement, j'illustre comment j'avais appris à lire le français. Je me rappelle, dans Tintin, il y avait des mots que je ne comprenais pas bien, parce que j'étais en train d'apprendre à lire. Notamment, il y a une page où Capitaine Haddock se fait tabasser par des mecs dans la rue parce qu'il est sous, et il y a des policiers qui arrivent et qui disent aux gens, allez, allons circuler. Et en fait, moi, je lisais Cirsulaise. Et je ne comprenais pas ce que signifiait Cirsulaise. Quand je retombe aujourd'hui sur ce passage, je suis toujours là, Cirsulaise. Ça n'a jamais. Voilà, c'est des trucs d'enfance, c'est des passages qui sont. Alors une autre référence. Alors voilà, ça c'est le paquebot qui s'appelle Carapoujan. Tout à fait. Toujours le temps passe là. Non, mais tout à fait. Et c'est vrai que je sais que par exemple, mon parcours de lecteur m'a amené à découvrir d'autres auteurs, bien sûr, que Hergé. Et j'ai toujours adoré les auteurs qui parlaient de leurs expériences, de leurs voyages, d'aventure, etc. Et en fait, très tôt, je dirais c'était au collège que j'ai découvert cet auteur, j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre le personnage de Joseph Kessel et bien sûr Tintin et Hergé, notamment toutes ces aventures au Moyen-Orient, etc. Et quand mon père, justement, dans cet exemple, me racontait son pèlerinage à la Mecque avec sa mère quand il était très très jeune, je me rappelle que c'était vraiment l'époque, en fait, décrite dans Tintin, et qui est aussi l'époque où Kessel avait fait son reportage avec les derniers marchands d'esclaves en Arabie, où il avait rencontré Henri de Montfred. Je pense d'ailleurs, Hergé a repris après dans ses albums. Et donc voilà, c'est venu tout de suite, parce qu'il fallait que je fasse un hommage à Tintin à ce moment-là. L'Arabe du futur, d'ailleurs, et je sais que quand le livre est sorti, mon éditeur a commencé à me dire que ça marchait beaucoup et qu'on a commencé à le vendre dans beaucoup de pays, j'ai demandé très vite à mon éditeur de faire quelque chose que j'adore dans les albums de Tintin, qui est présent dans l'Arabe du futur, c'est la liste au début des traductions avec le nom de l'éditeur et la ville où se trouve qui était la page où je passais 20 minutes avant de commencer un Tintin, de regarder le nom des. Je me disais, il y avait Tintin en arabe, alors c'était en Égypte, le nom c'était Dar el, je ne sais plus comment, c'était la porte du savoir en arabe, et j'ai jamais vu un Tintin en arabe en habitant au Moyen-Orient. Et je me disais, il y a un endroit quelque part où il y a des Tintins en arabe. Donc voilà, cette page-là, c'est l'hommage absolu à Hergé. Bon, il n'y a toujours pas d'arabe du futur en arabe non plus. Non, mais tout simplement, c'est pas une question de
censure, c'est tout simplement parce que les éditeurs arabes ne veulent pas s'engager sur toute la série. Ils veulent voir faire le premier et voir si ça marche de faire la suite. Je ne peux pas prendre le risque. Alors, affaire à suivre. Alors, encore une image qui évoque. Voilà, alors là, c'est simplement le dialogue, c'est le petit Riyad qui, entre-temps, a changé de coiffure et est devenu. Il a pris la coiffure Tom Cruise, c'est ça hein enfin, qu'il croit, qu'il voulait. Je ne sais pas si c'est vraiment Tom Cruise. Je vais emporter les Tintins. Voilà, tout de suite. Tout à fait, voilà, ouais. Et je les ai toujours d'ailleurs, ces Tintins-là. Ils sont tous détruits, mais très bonne qualité quand même. Ils tiennent toujours, ils étaient cousus, je crois, à l'époque. Oui. J'ai le prix scotché dessus en francs. Ah, d'accord. Alors là, ça c'est formidable, on en parlait, je l'évoquais il y a quelques instants. Un aïeul corsaire, donc le chevalier de Haddock qui apparaît. Très bien dessiné d'ailleurs, le chevalier Haddock. J'aurais une petite question tout à l'heure. Je suis candidat à la reprise de Tintin. Mais justement. Alors, ça m'aurait fait pardon, je plaisante. Non, mais c'était une question que j'avais prévu de poser à Riyad, parce qu'il a un de ses grands amis, je crois qu'on peut le dire, c'est Émile Bravo. Et on sait ce qu'Émile Bravo fait avec Spirou, et nous sommes un certain nombre à penser que c'est bigrement intéressant, et on se dit, est-ce que Riyad aimerait faire la même chose avec Tintin? Non, surtout pas, parce que Hergé ne voulait pas, jamais. Ah oui, mais c'est pas... Bravo, c'est pas une reprise comme les autres, c'est différent. Mais même pas, parce que c'est pas que Tintin. C'était une blague. Nick sort. Voilà, alors ça c'est donc quand même un peu amusant, parce que quand on connaît les histoires des secrets de famille, je sais pas, oui, c'est vrai, et j'ai appris cette chose-là, en fait, assez tard. Nous aussi. C'est En effet, dans ma famille, il y avait un corsaire qui était qui a été premier lieutenant de Surcouf et qui a été emprisonné 2 fois en Angleterre dans des pontons et qui est revenu au bout de 8 ans, sans dents, etc. Qui était quelqu'un de... Et la maison de ma grand-mère que je décris dans le livre était sa maison, la maison où il est mort. Je l'ai appris, j'étais extrêmement content de savoir que je partageais avec le capitaine Haddock un point commun. D'ailleurs, je me transforme de plus en plus en capitaine Haddock avec l'âge. En fait, c'est un de mes personnages préférés. Je dois le voir comme beaucoup de gens dans cette salle, mais je suis très heureux de devenir lui. J'ai un peu moins de cheveux, mais... Il y a encore une ou 2 images, voilà, il s'endort en lisant l'or noir, donc autre album qui se passe au Moyen-Orient, voilà, ça c'est aussi tout à fait emblématique de la région. D'ailleurs, dans les dernières éditions de l'or noir, moi qui ai acheté toutes les différentes versions, dans les derniers, c'est écrit réellement en arabe dedans. Ouais. Et soit que c'est le cheikh Babeher qui, quand il se prend Ilias le traite sur la tête, il dit un chapelet d'insultes. Et il y a l'insulte syrienne, l'insulte arabe absolument très connue, qui est fils de chien en arabe. Il y a Ibn el-Kalb, et donc c'est ce qu'il hurle. Et il y a une insulte un petit peu bizarre où il traite les mecs de bédouins, alors qu'il est lui-même un bédouin. Ce qui est, à mon avis, une blague du traducteur arabe. Il n'a pas forcément collecté la blague qui était faite bédouin et qui a fait un truc contre les bédouins, donc c'est un peu. Donc ça, voilà, ça faisait hurler de rire mes cousins. Et alors, il y a, dans le tome 4 aussi, ça ne correspond pas à une image, on l'a pas pris, c'est un dialogue. Votre père dit, oh, regarde le Cheikh Babeher, on dirait mon frère Haj Mohamed. Oui, c'est vrai, et il faut savoir que le village où nous habitions était très musulman. C'est-à-dire que personne ne plaisantait avec la religion, c'était vraiment un truc extrêmement rude. Et j'avais mes Tintins chez moi, mes petits cousins étaient extrêmement pratiquants, ils faisaient leur prière tout le temps et tout. Et ils lisaient mes Tintins. Et j'avais ultra peur qu'à un moment ils tombent dans l'or noir sur ce passage où il y a des bédouins qui prient dans le désert et où les Dupont leur donnent un grand coup de pied dans le cul. Voyez un mirage. Et ça, c'était vraiment un blasphème à page. Je me disais, je vais me faire détruire la gueule. Et un jour, je vois mon cousin tourner la page, comme ça, il regardait, il ne savait pas lire le français, mais il regardait les images, et il tombe sur le truc et il voit. Explose de rire. Il prend le Tintin, il va à l'appartement d'en face où vivait sa famille, il montre à tout le monde. Il y avait toute la famille, toutes les femmes étaient voilées, tous les mecs étaient là. Prenant tout de suite le gag, c'était vraiment
vraiment génial. Et c'est là qu'on se rend compte de l'universalité aussi de Tintin et du fait que tout le monde peut y trouver son plaisir. Alors, il y a aussi notre père qui, avant de commettre le méfait qui termine le tome 4. C'est un spoiler. Oui, qui le lise. Il vous fait des cadeaux, il fait un cadeau de Kick et Flux comme votre frère. Donc, il y a aussi Kick et Flux. Non, bien sûr, oui, tout. Alors, c'est vrai que moi j'adore tout ce qu'a fait Hergé. J'ai une préférence bien sûr pour Tintin, j'adore Quick et Flux, j'aime peut-être un petit peu moins Josette et Jo, mais je les adore, je les ai découverts un peu plus tard. Et vraiment, non, Hergé, j'ai une photo de lui dans mon bureau qui me regarde et il a un air un peu dur, c'est la photo de Sterck qui a servi de portrait pour Warhol. Et souvent, quand j'ai la flemme de me mettre à travailler, je le regarde et j'ai l'impression on va en parler de ça. qu'il me dit sors-toi de l'eau du cul. Et alors, à un moment, pour dessiner, c'est plus pratique. Pour dessiner, c'est plus pratique. Et alors, à un moment, vous vous inquiétez dans Tome 4. Allez, je m'effondrer comme Tintin dans le désert. Et là, on a une image qui s'appelle Mon Tintin préféré. Je ne sais pas d'où elle vient dans cette image. Si, ça c'était. Je crois que c'est le journal Le Parisien qui m'avait proposé de dessiner un Tintin pour un anniversaire, je ne sais plus vraiment lequel. Mais... Vous pouvez la commenter un peu pour nos amis. Oui, j'adore. Bah voilà, ça revient à ce qu'on disait, c'est que quand Tintin est dans le Moyen-Orient, j'adorais quand il s'habillait comme la plupart de mes oncles, c'est-à-dire il a un kéfier avec cette espèce de djellaba, et j'adorais le fait qu'il soit hyper décontracté dans cet habit. C'est-à-dire ça ne lui pose jamais de problème d'être... je sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà mis une djellaba. Je ne conçois pas, c'est pas du tout pratique pour courir, pour faire quoi que ce soit. Et lui, il est hyper décontracté dedans, il court, il menace Müller avec son flingue, il se bagarre, il est sur un cheval. Et j'adorais le fait que Tintin aille d'un pays à un autre et se fasse des amis, quoi qu'il arrive, et qu'il allait toujours vers l'autre avec beaucoup de respect. C'était, je crois, quelque chose qu'on ressent beaucoup dans ces albums, en fait. Dans le rapport de Tintin avec les autres cultures, etc. Et par exemple, des coups de pied aux fesses qui font leur prière, c'est les Dupont qui le font, c'est pas Tintin. Enfin, lui, il est très respectueux du temps. Voilà, j'adore ce Tintin-là. Bien, alors, j'ai une dernière question qui me gêne un peu, mais je vais la poser. C'est votre joke, la dernière question. Oui, c'est parce que Riyad a souvent dit que son idéal masculin, c'était Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare, et je voulais vérifier si c'était toujours vrai. Non, c'est pas mon idéal masculin. Il faudrait lire L'Arabe du futur pour mieux comprendre. C'est surtout que quand j'étais enfant, j'ai eu mon premier choc esthétique artistique avec Hergé. Et le deuxième choc esthétique artistique, je pense, c'est le corps de Schwarzenegger. Il faut savoir que dans le village où on habitait en Syrie, tout le monde était couvert de la tête aux pieds. C'est-à-dire que ce soit les femmes, les hommes, il n'y avait aucune vision du corps, jamais. Et les gens d'ailleurs étaient souvent un peu mal nourris, ou ils avaient des physiques malingres, malades, etc. Quand, par l'anatomie de la télé, avec mes cousins, on a découvert le corps de Schwarzenegger qui apparaît souvent nu dans beaucoup de ses films, que ce soit Conan le Barbare, Terminator, etc. C'était vraiment une... Ça n'a aucun rapport avec Tintin. Je sais pas si je peux répondre à votre question. C'est raconté dans L'Arabe du futur. Bon. Alors, à côté de cette enfance, qui est globalement la vôtre, si on veut bien le croire, il y a une autre série à succès de Riyad qui sont les Cahiers d'Esther, dans lesquels, à ma connaissance, mais je ne vais pas encore vérifier, il n'y a pas d'allusion directe à Hergé ou à Tintin, je ne crois pas. Ben, quand même, j'ai carrément pompé le système de couverture. Ah, c'est vrai, oui, ça c'est vrai. J'en avais parlé à mon éditeur pour chercher la couverture, je dis on va copier les vieux Tintin, enfin en essayant de... Oui, c'est pas une image collée, c'est pas une image collée. Hein, c'est pas une image collée, c'est très dur, c'est très dur. Bon. Et les Cahiers d'Esther, c'est juste, avant qu'on donne la parole au public, c'est aussi par un biais un peu détourné, une façon de rendre hommage à Claire Bretéché, parce qu'en quelque sorte, les Cahiers d'Esther ont pris la place de Claire dans l'Observateur, dans l'Obs, comme on dit maintenant. Vous savez que pendant des années, il y a eu, dans les années 70, comme vous dites, et 80, il y a eu des frustrés de Claire Bretéché, elle est faite il y a quelques jours maintenant, et c'est aussi dans l'Obs que Esther grandit. Elle va grandir jusqu'à quel âge? Eh bien, normalement, je crois que c'est 18 ans. Je vais m'arrêter, le dernier album, ce sera l'année où il aura 18 ans. D'accord, parfait. C'est une enfance
sans histoire, si j'ose dire, par rapport à celle de Riyad. Oui, 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 tout à fait. C'était le propos de cette bande dessinée aussi, c'est que quand j'ai commencé à faire l'Arabe du futur, j'ai rencontré cette jeune fille qui est la fille d'un couple d'amis à moi, et quand elle s'est mise à me parler de son quotidien, je l'ai mise immédiatement en parallèle avec mon propre quotidien que j'étais en train de raconter dans l'Arabe du futur, et ça m'a beaucoup intéressé d'essayer de raconter des histoires d'une jeune fille, justement, entre guillemets, sans histoire. C'est-à-dire, sa famille est normale, ses parents s'aiment, son frère est casse-pied, elle a des bonnes notes, elle est plutôt populaire, comment voit-elle le monde, comment... Voilà, donc j'ai commencé à consigner ce qu'elle me racontait, à me faire des pages. Et un dessin animé aussi qui est passé... Un dessin animé, oui, voilà, on va y avoir 2 nouvelles saisons. Très bien. Des questions? J'espère qu'il y en a. Et en tout cas, je vous incite, pour ceux qui connaissent, bien sûr, à aller apporter vos albums à Riyad au dédicace. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a, j'en suis sûr, on a des albums ici en vente et allez achetez-en au moins un pour voir un peu que c'est vraiment la bande dessinée d'aujourd'hui, tout à fait passionnante aussi. Voilà. Pas de questions? Ah, parti. C'est une question peut-être un peu délicate, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, je vais enfin un peu comprendre mieux quelque chose de ce qui se passe entre le Moyen-Orient et l'Europe, entre les musulmans et les ex-chrétiens, etc. Et ça démarre assez tendrement, si je puis dire, et au fur et à mesure qu'on avance, mais on est qu'au tome 4, j'apprends qu'il y en a 2 autres qui arrivent, mais il y a quelque chose de plus en plus noir, de plus en plus clivant qui s'installe. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que ça vous le soutenez? Est-ce qu'on va être bientôt éclairé ou soulagé ou que c'est? Ah oui, je raconte des faits qui sont inspirés de la réalité. Vraiment, c'est l'histoire de ma famille, etc. Donc la nécessité que j'ai d'être le plus fidèle avec mes souvenirs et raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Je ne veux absolument pas enjoliver ni empirer. D'ailleurs, même assez souvent, je dirais sans enjoliver, j'ai diminué peut-être certains côtés sombres justement pour les rendre digestes. Vous savez, comme quand on fait un plat, si vous mangez un plat au Vietnam et le même à Paris, si au Vietnam est ultra pimenté, vous pleurez des larmes de sang, et à Paris, vous arrivez à le manger. Parfois, avec cette histoire, c'est comme ça, je me dis, je ne peux pas vraiment raconter des... je vais perdre des lecteurs si je vais jusqu'au... donc je règle le curseur. Mais c'est vrai que voilà, il y a des côtés assez sombres dans cette histoire. J'essaie quand même toujours de garder un côté comique, de tragicomique, justement, quelque chose qui me plaît. Et j'ai peur que vous ne... Non, je ne vais rien dire. Il faut que vous ayez la suite. Bon, et alors, le top 5, c'est pourquoi? C'est normalement, je devrais être en train de le faire au lieu d'être en train de parler sur cette estrade. Et pareil, bon, je n'ai pas pu résister. Non, c'est ça pour en novembre, normalement. Octobre-novembre. Parce que Riyad ne travaille que dans l'urgence, et je parle sous contrôle de son éditeur, son éditeur est obligé de bloquer les dates chez l'imprimeur, comme ça lui, il est complètement contraint d'avancer, sinon il ne fait rien, c'est pas bien. Il ne fait rien. Oui. C'est vrai que j'ai tendance à attendre le dernier moment. Bon, merci beaucoup. Et puis, je crois que maintenant, comme chaque année, un jeu vous attend.